Le cynisme est devenu une posture chic. Tu ne t'enthousiasmes pas, tu es lucide. Tu ne te trompes pas, tu n'es pas dupe. Tu ne t'engages pas, tu as compris comment ça marche. Et le problème, c'est que le cynisme ressemble à une intelligence. Il te protège de la déception, de la naïveté, du ridicule. Mais à force, il fait autre chose. Il te coupe du sens, il te coupe des autres, et il te coupe de l'action. Il te laisse avec une victoire triste, j'avais raison, et rien n'a bougé. Aujourd'hui, on va comprendre comment le cynisme s'installe, pourquoi il se renforce, et comment lui résister sans redevenir crédule. Le cynisme moderne ressemble souvent à une conclusion. Tout est hypocrite, se dit-on, tout est intérêt, tout est comédie. Donc finalement, à quoi bon ? Albert Camus part d'un point de vue qui pourrait mener au cynisme, l'absurde. Dans son mythe de Sisyphe, l'idée est simple. Le monde ne garantit pas le sens. Tu peux chercher une raison ultime et ne rien trouver qui te satisfasse. Le cynisme, à ce moment-là, a une tentation. Si le monde n'a pas de sens, je vais me moquer, je vais mépriser et je vais me protéger par l'ironie. Mais Camus propose une autre voie. Si le sens n'est pas donné, il est à construire. Et cette construction passe par une attitude, la révolte. Pas au sens de hurler, mais au sens plutôt de refuser de capituler intérieurement. Dans L'homme révolté, un autre de ses ouvrages, Camus distingue une révolte qui affirme une limite. Tu te dis « non, ça je ne l'accepte pas », d'une posture qui détruit tout. Rien ne vaut rien. Le cynisme aime cette deuxième posture. Elle est facile, elle est totale, elle ne demande aucune preuve. Le cynisme ne demande rien. La révolte, quant à elle, demande de tenir debout sans garantie. Et Camus a un point crucial. Le cynisme se présente comme lucide, mais il finit souvent en mépris. Et le mépris n'est pas une vision du monde, c'est une sorte d'anesthésie. Donc, première boussole, résister au cynisme, ce n'est pas devenir optimiste. C'est refuser l'idée que la lucidité oblige à l'indifférence. Psychologiquement, le cynisme n'est pas seulement une opinion, c'est souvent une stratégie de protection. Quand tu as été déçu plusieurs fois, par les institutions, par les relations, le travail ou encore la politique, tu apprends un réflexe. Tu te dis « si je n'y crois pas, je ne souffrirai pas ». C'est très proche de l'idée d'impuissance apprise associée à Martin Seligman, notamment dans son ouvrage sur la dépression, le développement et la mort. Quand tu as l'impression que tes actions n'ont pas d'effet, tu finis par ne plus essayer. Et tu appelles ça le réalisme. Le cynisme a aussi une récompense sociale. Il te place au-dessus du jeu. Tu n'es pas celui qui se fait avoir, tu es celui qui commente. Tu gagnes une position de contrôle symbolique. Le détachement te donne l'impression d'être invulnérable. Mais cela a un coût. Le cynisme coupe l'élan, donc il coupe les occasions d'expériences positives. Et comme tu n'agis plus, tu confirmes ton hypothèse. Tu te dis, tu vois, ça ne sert à rien. C'est une boucle parfaite. Tu peux la montrer en 4 étapes. La première, la déception, le sentiment de trahison, ce sentiment de promesse non tenue. Deuxième étape, tu te dis en guise de protection, je n'y crois plus. Troisième étape, le retrait, l'ironie, le non-engagement. Et enfin, quatrième étape, tu te dis, finalement, rien ne change, j'avais bien raison. Et voilà pourquoi c'est si dur de sortir du cynisme. Il se prouve par lui-même. Le cynisme ressemble à une armure, mais une armure protège aussi de ce qui pourrait te nourrir. Pour comprendre cela, rien de tel qu'un classique parfait. Je parle de Candide de Voltaire. Parce que Voltaire met en scène une tentation cynique. Après une suite de catastrophes absurdes, tu peux conclure « tout est ridicule, donc je méprise tout ». Mais le roman est plus fin que cela. Il traverse l'horreur
sans te vendre une consolation facile. J'ai quelques exemples précis en tête. Le premier, Candide commence sous une philosophie optimiste, le fameux meilleur des mondes possibles. Deuxièmement, le monde le corrige brutalement. Il y a la guerre, la cruauté, le hasard et enfin l'injustice. Enfin, Voltaire empile les désastres jusqu'à la saturation. C'est une pédagogie par l'excès pour Candide. Tu comprends que les grands systèmes qui expliquent tout peuvent devenir indécents face au réel. Et la sortie n'est pas un grand discours. Elle arrive à la fin, sous forme d'une phrase devenue proverbiale. Il faut cultiver notre jardin. Ce n'est pas « je me ferme au monde », c'est plutôt « je cesse d'exiger une justification totale de l'existence et je reviens à l'action concrète. Je me donne un espace où mes gestes ont un effet. » Voilà là un antidote littéraire au cynisme. Pas l'illusion, pas le grand sens garanti, mais un engagement à échelle humaine. Le cynisme dit « tout est pourri ». Voltaire répond « peut-être, mais tu peux encore faire quelque chose de juste ici et maintenant ». Il nous faut maintenant étudier quand le cynisme provoque une sorte d'excroissance négative, quand elle devient mépris, et surtout comment le mépris détruit le lien social. On a vu un cynisme défensif. Je n'y crois plus pour ne plus souffrir. Maintenant, on passe à une forme plus dure. Le cynisme qui devient style, presque une identité. Celui qui dit « je sais, je vois clair, je ne suis pas dupe » et qui finit par vivre dans une posture de surplomb, c'est-à-dire l'ironie, le sarcasme ou enfin le mépris. Ce cynisme-là est redoutable parce qu'il a l'air de la maturité. Et pourtant, il peut devenir une maladie de l'esprit, une sorte de lucidité qui ne produit rien. C'est exactement ce que décrit Peter Sloterdijk dans Critique de la raison cynique. Son idée centrale est très actuelle. Le cynisme moderne n'est pas l'ignorance. C'est une forme de conscience. On sait, mais on fait quand même. On sait que certains discours sont creux. On sait que certaines institutions manipulent. On sait que certaines promesses sont des mises en scène. Et malgré ce savoir, on continue, parfois par fatigue, parfois par intérêt, parfois par peur de perdre sa place. Sloterdijk décrit un cynisme éclairé, une lucidité qui ne libère pas, parce qu'elle n'est pas suivie d'une transformation. Et là, il y a un glissement psychologique très fin. Quand tu sais que c'est absurde et que tu y participes quand même, tu as besoin d'un anesthésiant moral. Le cynisme devient cet anesthésiant. Tu ironises pour ne pas te sentir complice. Tu méprises pour ne pas te sentir impuissant. Tu te moques pour ne pas te sentir atteint. Le cynisme devient une stratégie de survie dans un monde vécu comme faux. Il te donne une distance, et la distance te donne l'illusion d'être libre. Le cynisme moderne te dit « je vois clair », mais voir clair sans agir, c'est souvent une autre façon de se résigner. Et Sloterdijk pointe un risque. Quand tout devient décodage et démystification, tu gagnes une intelligence critique. Mais tu perds la capacité de croire à quelque chose, de construire, d'aimer, de t'engager. Parce que le cynisme, à force, n'est plus une arme contre les illusions. Il devient une illusion de plus, l'illusion d'être au-dessus de tout. Psychologiquement, quand le cynisme durcit, il se mélange souvent à une émotion précise, le mépris. Le mépris est une émotion très particulière. C'est une façon de dire « je suis au-dessus » pour ne pas se sentir vulnérable. Quand tu méprises, tu n'as plus besoin de discuter. Tu n'as plus besoin d'être touché. Et le cynisme méprisant a 3 fonctions. Première fonction, la protection. Si je me moque avant qu'on me moque, je suis intouchable. Si je dis tout est nul, alors plus rien ne peut me décevoir. Deuxième fonction, le contrôle symbolique. Le sarcasme te donne du pouvoir social. Tu fais rire, tu fais mal, tu imposes une hiérarchie. Tu n'argumentes plus, tu marques. Troisième fonction, l'économie émotionnelle. Au lieu de ressentir tristesse, peur ou impuissance, tu convertis tout en ironie.
c'est une anesthésie. Sauf que ce mécanisme a un prix immédiat. Il détruit la confiance et il détruit le lien. Et le prix intérieur est pire. Le cynisme devient une prophétie. Plus tu traites le monde comme faux, plus tu le rencontres comme faux, parce que tu n'investis plus rien de vrai. En quelque sorte, on se protège par le cynisme, on s'engage moins, on donne moins par conséquent. Et là, comme par hasard, les relations s'appauvrissent. Et alors nous concluons « Ah, j'avais raison, tout est vide ». Et donc on se protège encore plus. Ainsi, le cynisme te donne un bouclier, mais il te prive aussi de la preuve que tu avais tort. Là, les frères Karamazov de Dostoïevski est un terrain parfait, parce que l'écrivain met le cynisme à très haut niveau. Pas le cynisme Twitter, mais le cynisme métaphysique, celui qui naît quand tu vois l'horreur et que tu refuses les consolations. Le personnage clé ici, c'est Ivan Karamazov. On pense à la scène de la révolte dans le livre. Ivan n'est pas un méchant, il est intelligent, sensible, et il porte une accusation. Le monde contient une souffrance innocente, surtout celle des enfants, qui rend toute justification suspecte. Ce passage est important parce qu'il montre un cynisme qui ne vient pas de la paresse, mais de l'exigence morale. Ivan refuse une harmonie finale, achetée au prix de l'innocent. Il ne dit pas « tout se vaut », il dit « je ne peux pas accepter ce monde tel qu'il est justifié ». Et là, tu vois la naissance d'un cynisme profond. Quand la lucidité devient insupportable, elle peut basculer en refus absolu. Ivan, quelque part, n'est pas cynique parce qu'il s'en fiche. Il est cynique parce qu'il a trop vu et qu'il ne sait plus comment aimer sans mentir. On a compris le cynisme comme une lucidité qui se transforme en anesthésie. La vraie question maintenant c'est comment garde-t-on les yeux ouverts sans se dessécher ? Parce que si tu sors du cynisme par une croyance naïve, tu te feras rebriser. Mais si tu restes cynique, tu te protèges, au prix de ta vie intérieure. Donc l'enjeu n'est pas de redevenir positif. L'enjeu, c'est de retrouver une forme de foi praticable, une confiance limitée, vérifiable, ancrée dans des actes. Je prends Viktor Frankl parce que c'est l'exact contraire du cynisme, qui dit « je sais donc je renonce ». Dans son livre « Découvrir un sens à sa vie », il dit quelque chose de très difficile, mais très robuste. Le sens n'est pas un cadeau du monde. C'est une réponse que tu choisis, même quand le monde ne te garantit rien. Il y a une idée centrale chez Frankl. On ne contrôle pas toujours ce qui nous arrive, mais on contrôle, au moins partiellement, la manière de répondre. Et ça, c'est un antidote direct au cynisme. Le cynisme te fait croire que tout est écrit, donc que rien ne vaut l'effort. Frankl te rend une place, la place de sujet. Alors attention, Frankl ne dit pas « pense positif ». Il ne dit pas non plus « tout arrive pour une raison ». Il dit plutôt « même dans un monde absurde ou violent, il reste une possibilité humaine. Donner un sens par l'action, par la relation et par l'attitude ». On peut résumer son approche en 3 axes. Le premier, c'est créer, faire quelque chose, travailler, aider, produire ou encore construire. Le deuxième, c'est aimer, rencontrer, soutenir, appartenir, être responsable de quelqu'un. Enfin, tenir, c'est-à-dire choisir une dignité intérieure quand on n'a plus le contrôle. Le cynisme dit « tout est mensonge dans ce monde ». Frankl répond « peut-être ». Mais tu peux encore choisir une réponse qui ne ment pas. C'est là que la psychologie concrète permet de répondre à la question suivante. Comment résiste-t-on au cynisme au quotidien ? Le cynisme est souvent une baisse d'agentivité. Tu ne crois plus que ton action compte. Donc l'antidote n'est pas une idée, c'est une expérience. Vivre une petite preuve que ton geste a un effet. La psychologie enseigne une hygiène en 4 micro-pratiques. La première, réduire l'échelle. Le cynisme adore les problèmes immenses. Le monde est foutu, se dit-il. À cette échelle-là, tu es forcément impuissant.
Donc il faut changer d'échelle en se disant « Qu'est-ce que je peux améliorer ici, aujourd'hui, dans mon périmètre ?» Deuxième pratique, remplacer le commentaire par l'acte. Le cynisme est souvent une vie de commentateur. On analyse, on dénonce, on décode quand on est cynique. Tu gardes une part d'analyse, mais tu ajoutes une règle. C'est-à-dire, si je critique, je fais aussi un geste, même minuscule. Troisième geste d'hygiène, recréer du lien. Le cynisme coupe du lien et l'isolement renforce le cynisme. Donc tu fais l'inverse. Tu investis des liens modestes, concrets, pas héroïques. Ça peut être un appel, un service, une présence ou enfin une fidélité. Quatrième geste, s'entraîner à reconnaître le bien réel. Ça peut sonner un peu creux, mais c'est un point neuropsychologique simple. Ton attention se calibre sur ce que tu nourris. Si tu nourris uniquement le scandale et l'indignation, ton monde devient un scandale. Donc tu entraînes ton attention à repérer ce qui marche aussi. Pas pour nier le mal, mais pour ne pas perdre la réalité entière. Résister au cynisme, ce n'est pas se raconter que tout va bien, c'est refuser de ne voir que ce qui va mal. Pour incarner ça, il faut un roman où l'on agit dans un monde sans sens garanti, sans final heureux promis. Et La Peste d'Albert Camus, c'est exactement ça. Je rappelle le contexte. Oran, une ville qui s'endort dans sa routine, puis l'épidémie arrive vite. Ce qui est génial, c'est que Camus montre la naissance du cynisme moderne. Au début, beaucoup minimisent, puis s'habituent, puis se durcissent. On entre dans une sorte de normalité du malheur. Et au milieu de ça, tu as des personnages qui refusent deux choses. La naïveté, c'est-à-dire tout ira bien. Et enfin la posture cynique, à quoi bon? On peut penser à la scène où Raymond Rambert veut d'abord fuir pour rejoindre celle qu'il aime. Il essaye d'arranger une sortie, il négocie, il justifie. Et puis, moment décisif, il choisit de rester et d'aider. Pas parce qu'il croit soudain à une grande vérité, mais parce qu'il refuse l'idée d'être heureux tout seul, pendant que les autres crèvent. Et Camus résume tout ça par une morale anti-cynisme. Tu n'as pas besoin d'une certitude absolue pour agir. Tu as besoin d'une fidélité à quelque chose de simple. Soulager, protéger et répondre présent. La vraie résistance au cynisme, c'est d'agir sans garantie. C'est de ne pas exiger un sens total pour faire le bien local. J'espère que cette vidéo t'a plu et qu'elle t'a fait réfléchir. Si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker, à t'abonner et enfin à commenter. Sur ce, je te souhaite une très bonne journée.